32 milliards alignés sur une seule ligne grise ont réveillé Canberra et figé un président devant ces chiffres, comme devant un verdict déjà prononcé. Juste en dessous, 47 corridors de ressources stratégiques dessinaient un échiquier opaque où son pays semblait déjà jouer sans avoir bougé une pièce. Comment un simple rapport peut-il décider du destin d'une nation et rappeler en creux les choix d'Ibrahim Traoré face aux pressions extérieures et aux promesses de stabilité? Dans ce dossier apparemment technique, chaque virgule pèse comme une frontière à défendre, chaque silence comme un futur compromis. Le rapport qui circule dans les bureaux feutrés de Canberra n'est pas un simple document financier. Il expose, ligne après ligne, l'ampleur d'un basculement possible pour tout un pays. Accepter l'accord signifierait obtenir une stabilité militaire immédiate, un avantage concret que beaucoup décrivent comme décisif pour contenir l'avancée des groupes armés. Mais derrière cette promesse de sécurité se cache une autre réalité, plus lourde. L'économie nationale serait arrimée à des intérêts extérieurs pour plusieurs décennies, réduisant l'espace de décision du gouvernement et reconfigurant la manière dont le pays pourrait se projeter dans l'avenir. Cette tension entre secours rapide et perte progressive d'autonomie devient le cœur du dilemme. Que vaut une garantie de paix si elle s'accompagne d'un recul stratégique pour les générations futures? Cette question, présente dans chaque réunion ministérielle, transforme un choix apparemment pragmatique en véritable enjeu existentiel pour Canberra. Et au moment où la crise s'intensifie, les risques d'un mauvais calcul semblent plus élevés que jamais. Les premières heures suivant la diffusion du rapport ont révélé un détail passé inaperçu. Certaines cargaisons issues des gisements du Sahel étaient déjà en transit bien avant toute signature officielle, confirmant que 32 milliards et 47 corridors n'étaient que la surface visible d'un dispositif bien plus vaste. Ce décalage entre ce qui est annoncé et ce qui est déjà enclenché a exposé un fait troublant. Canberra ne maîtrise plus entièrement le tempo des événements. Dans les ministères, les conseillers parlent désormais de chronologie inversée, une situation où les conséquences précèdent les décisions, où les pressions étrangères prennent forme avant même que le pays ne formule sa position. C'est dans ce brouillard stratégique que le président, à l'image d'Ibrahim Traoré confronté à des arbitrages dissymétriques, tente d'évaluer ce qui relève du choix et ce qui relève du fait accompli. Les mouvements des groupes armés, observés dans les 48 heures suivant l'ultimatum, ont ajouté une tension supplémentaire. Certaines factions se rapprochent déjà des zones minières, anticipant une redistribution des rapports de force si l'accord venait à être accepté ou rejeté. À cela s'ajoutent les signaux venus de l'extérieur, suspension de financement, réévaluation des investissements étrangers, messages cryptés évoquant une intervention préventive. Dans cet enchevêtrement d'intérêts, les frontières de Canberra semblent se rétrécir au rythme où les pressions économiques et militaires s'élargissent. Pourtant, malgré cette sensation d'étau, les débats internes continuent de structurer un espace où l'on tente encore de déterminer une voie viable. Certains ministres plaident pour la stabilité immédiate, arguant que l'aide militaire pourrait offrir un répit nécessaire. D'autres défendent l'idée que céder aujourd'hui reviendrait à s'installer durablement dans une dépendance structurelle. Ce contraste permanent, alimenté par les chiffres et les risques, donne à la crise actuelle une profondeur rarement atteinte dans l'histoire récente du pays. Dans les réunions fermées qui se succèdent au palais gouvernemental, deux figures émergent comme guides involontaires dans la tempête actuelle, le ministre de la Défense et celui des Finances. Le premier observe les cartes tactiques où les mouvements récents des groupes armés redessinent les lignes rouges de sécurité. Pour lui, chaque kilomètre carré menacé signifie un risque immédiat pour les civils et pour les régiments déjà fragilisés par des années de restrictions budgétaires. Son argument est simple. Sans soutien extérieur, les forces nationales auront du mal à contenir une montée simultanée des menaces internes et des pressions économiques. Le ministre des Finances, quant à lui, approche la crise avec un prisme différent. Les tableaux qu'il présente montrent une courbe descendante des investissements étrangers, renforcée par la suspension récente de financements internationaux. Il explique que la marge de manœuvre économique se réduit et que la moindre décision
peut désormais provoquer un effet domino sur le marché intérieur. Selon lui, accepter l'accord serait un moyen d'éviter un effondrement brutal des infrastructures centrales, notamment dans les secteurs énergétiques et miniers. Ces deux voies, souvent opposées dans les débats habituels, convergent pourtant sur un point. L'impact du choix actuel se fera sentir dès les premières semaines, quel que soit le chemin retenu. Les tensions sociales montent déjà, les manifestations se multiplient et les discours circulent dans les quartiers populaires comme dans les zones minières. À ce stade, la population ne réagit plus seulement à un contrat, mais à l'idée que le pays se trouve face à un virage décisif. Dans cette configuration, la question essentielle reste en suspens, lourde mais incontournable. Quelle option préservera réellement l'avenir proche du pays ? Tout commence par une fuite discrète, un rapport parcouru en silence dans les ministères, puis une note confidentielle confirmant que certains acteurs extérieurs ont déjà déplacé des ressources venues du Sahel vers des ports européens. Ce détail, glissé entre deux paragraphes techniques, devient le point de départ d'une mécanique qui s'emballe. Les conseillers comprennent rapidement que l'accord, présenté comme une proposition, a en réalité amorcé son propre déploiement. Les cargaisons déjà en circulation montrent que le calendrier n'appartient plus entièrement au pays. C'est la phase de quiche-roi, celle où un simple document déclenche une série de réactions en chaîne. Au même moment, les services de renseignement signalent des mouvements inhabituels dans les zones minières. Des groupes armés, longtemps restés fragmentés, réapparaissent simultanément autour de plusieurs couloirs stratégiques. Le phénomène semble spontané, mais les analyses montrent qu'il s'agit d'une réponse à l'ultimatum de la coalition du Nord. Dans les 48 heures, ce qui n'était qu'un risque théorique devient une pression tangible sur les infrastructures vitales. Les premières tensions éclatent dans les districts miniers, tandis que les forces nationales se retrouvent débordées par l'accumulation soudaine de fronts. C'est ici que la Cao-Trao se déploie, accumulation de signaux, synchronisation inattendue d'acteurs hostiles, intensification de la pression diplomatique. Au cœur de cette accélération, Ibrahim Traoré est souvent évoqué dans les analystes régionaux comme un exemple d'arbitrage complexe entre souveraineté et survie stratégique, un parallèle que plusieurs conseillers de Canberra utilisent pour éclairer les risques. À mesure que la situation s'intensifie, les marchés internationaux réagissent, les financements suspendus provoquent une chute progressive des investissements nationaux. Les entreprises minières étrangères, flairant l'instabilité, commencent à retirer leurs équipes, laissant les sites industriels vulnérables. Dans les rues, les rumeurs se propagent vite. On parle d'un possible retrait des partenaires étrangers, d'un risque d'effondrement des exportations et d'une transformation du pays en zone tampon géopolitique. Les radios relaient des témoignages de mineurs affirmant que certaines zones ont déjà été sécurisées par des acteurs inconnus. Ce climat nourrit les premières manifestations. Les jeunes, particulièrement sensibles aux enjeux de souveraineté, se mobilisent pour refuser toute forme de dépendance imposée. Les anciens, eux, rappellent en des époques où des décisions prises loin des frontières nationales avaient façonné des décennies de fragilité. Dans ce brouillard d'événements simultanés, la Dushan devient inévitable. Le gouvernement constate une polarisation interne accélérée. Partisans de la stabilité militaire d'un côté, défenseurs d'une autonomie inconditionnelle de l'autre. Des ministres opposent chiffres contre principes, stratégies contre idéaux. Le président suit les rapports successifs, comprenant que chaque heure augmente la tension. Même les organismes internationaux, jusque-là neutres, commencent à publier des évaluations pessimistes sur les perspectives économiques du pays en cas de refus. Les experts militaires redoutent que la coalition transforme une absence de réponse en justification pour lancer une opération de stabilisation. Dans les quartiers populaires, on parle ouvertement de trahison si l'accord est signé. Dans les zones rurales, on évoque la peur de l'isolement complet si l'accord est rejeté. Au terme de cette séquence, un fait s'impose. Aucune option n'offre un refuge sûr. Le pays avance comme sur une ligne étroite, chaque pas amplifiant les risques. Et au centre de ce maelstrom, un dilemme sans racine, porté par l'ombre d'Ibrahim Traoré, devenu référence involontaire des choix difficiles face aux puissances extérieures. Les discussions entrent dans une zone où seuls les chiffres permettent d'éclairer ce qui, autrement, resterait une bataille d'interprétation.
Le premier indicateur à ressortir est celui présenté par l'Agence internationale de l'énergie. 32 milliards de dollars pourraient être générés par l'exploitation coordonnée des ressources de Canberra sur les 5 prochaines années. Cette projection paraît spectaculaire, mais elle implique une stabilité quasi immédiate pour devenir réaliste, condition rarement atteinte dans un contexte mouvant comme celui-ci. Les conseillers rappellent que sans sécurité, aucun flux financier ne peut réellement se matérialiser. Vient ensuite un autre élément clé, tiré d'un rapport indépendant, une réduction potentielle de 40% des exportations minérales si le pays se retrouve isolé diplomatiquement après un refus catégorique. Ce chiffre ne se limite pas à un déclin commercial. Il représente un choc structurel pour toutes les industries liées au transport, à l'énergie et aux services miniers. Les économistes expliquent que ce recul prolongé déstabiliserait l'ensemble de la chaîne logistique du pays. Son impact serait immédiat et profond. Enfin, les services de renseignement militaire rapportent un indicateur alarmant. 30% d'augmentation des activités des groupes armés dans les zones minières stratégiques après l'ultimatum. Cette hausse brutale signale un intérêt accru pour les corridors de ressources, accentué par l'incertitude politique autour de l'accord. Les experts estiment que ce pourcentage reflète un risque croissant d'ingérence extérieure. La menace ne vient donc pas seulement de l'économie, mais aussi d'un déséquilibre sécuritaire qui s'amplifie. Au-delà de ces trois mesures, ce sont leurs interactions qui importent. Un pays peut absorber une pression économique ou sécuritaire, mais rarement les deux simultanément sans perdre une partie de son autonomie décisionnelle. Ce constat ramène certains conseillers à évoquer des précédents récents en Afrique de l'Ouest. Dans plusieurs débats internes, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme exemple des arbitrages difficiles lorsqu'un État tente de maintenir son indépendance face à des pressions extérieures persistantes. Non pas pour imposer un modèle, mais pour rappeler que la souveraineté devient un exercice encore plus délicat quand les chiffres contredisent les attentes politiques. Ces données ne tranchent pas le débat, mais elles redéfinissent les termes de la discussion. Elles servent de balises dans un environnement où chaque option semble mener vers une forme distincte de fragilité. Les ministres, confrontés à cette matérialité froide, comprennent qu'aucune stratégie n'est exempte de pertes. Le pays doit choisir quelle fragilité il est prêt à assumer. Et dans les rues, ces chiffres circulent déjà sous forme de rumeurs, transformant des estimations techniques en arguments brûlants dans la conversation publique. Les décisions à venir auront donc à répondre non seulement à des réalités économiques, mais aussi aux perceptions d'un peuple qui exige de comprendre ce qu'il devra sacrifier et pourquoi. Deux positions se structurent désormais le débat au sein du gouvernement, chacune portée par des arguments suffisamment solides pour mériter d'être examinés sans caricature. Le premier courant défend l'acceptation de l'accord, soulignant que la situation actuelle dépasse le simple cadre politique. Pour ses partisans, la montée récente des groupes armés, confirmée par l'augmentation de leurs activités dans les zones minières, démontre que le pays ne dispose plus des moyens nécessaires pour garantir seul sa sécurité. Selon eux, l'aide militaire proposée par la coalition du Nord constitue non seulement un appui logistique, mais aussi une assurance contre un effondrement sécuritaire rapide. Ils rappellent que les infrastructures énergétiques, déjà fragiles, risquent de subir des attaques répétées si le vide stratégique persiste. Dans leur lecture, l'accord est une mesure temporaire pour éviter une crise irréversible. En face, le second courant refuse toute concession impliquant un contrôle extérieur des ressources. Ses membres affirment que le pays a déjà connu les conséquences d'une dépendance prolongée, notamment par la réduction progressive de ses marges de décision après l'arrivée de financements conditionnés. Ils craignent qu'un engagement de 30 ans, durée évoquée dans le rapport, transforme le pays en fournisseur captif pour des puissances qui ne partageront pas les bénéfices avec la population locale. Pour eux, la perte de souveraineté économique entraînerait tôt ou tard un affaiblissement politique, puis social. Les chiffres montrent qu'une majorité de la population privilégie la souveraineté même au prix de sacrifices immédiats, renforçant l'idée que céder aujourd'hui signifierait rompre un pacte historique entre l'État et les citoyens. La confrontation entre ces deux arguments révèle une fracture plus profonde. D'un côté, une approche pragmatique qui cherche la stabilité immédiate, de l'autre,
une vision à long terme qui refuse tout compromis susceptible de limiter l'avenir du pays. La réfutation partielle des deux positions mène à une conclusion commune. Aucune option n'est pleinement satisfaisante, et le pays devra inévitablement payer un coût politique, militaire ou économique, quel que soit le choix retenu. Le véritable enjeu devient alors la capacité à définir lequel de ces coûts demeure supportable sans compromettre définitivement la trajectoire nationale. Un point basculant émerge. Dans les heures suivant l'ultimatum, un rapport discret transmis par un conseiller diplomatique révèle que la coalition du Nord a déjà conclu des accords parallèles avec des acteurs locaux pour sécuriser plusieurs corridors miniers, avant même que le gouvernement n'ait formulé sa réponse. Ce détail, passé sous le radar des premières analyses, change profondément la lecture stratégique. Le pays n'est plus face à une proposition, mais à une opération anticipée dont les effets se déploient déjà sur le terrain. Les équipes militaires confirment que certaines zones ont vu leur configuration évoluer sans confrontation directe, comme si des arrangements préalables avaient préparé le terrain. Dans les cercles internes, la comparaison avec les choix difficiles affrontés par Ibrahim Traoré circule discrètement, non pour importer un modèle extérieur, mais pour rappeler combien la marge d'action d'un État se réduit lorsque les faits précèdent les décisions. Cet effet de verrouillage transforme le dilemme en équation asymétrique. Accepter signifierait entériner un processus déjà entamé. Refuser impliquerait réagir à un dispositif partiellement installé. À ce stade, le gouvernement comprend que la question n'est plus seulement « que faut-il décider ?», mais « que reste-t-il encore à décider ?» Les conséquences du dilemme qui pèse sur Canberra se déclinent désormais en 4 axes distincts, chacun révélant une facette de la crise. Les discussions internes montrent que, quel que soit le choix final, certaines dynamiques se sont déjà engagées, transformant le paysage économique, social et géopolitique du pays. Groupe national. Population dans les quartiers populaires, le débat ne porte plus seulement sur l'accord lui-même, mais sur la manière dont les décennies à venir seront façonnées. Les ménages redoutent une hausse du coût de la vie si les partenaires étrangers suspendent leur financement après un refus catégorique. Les jeunes, particulièrement sensibles au thème de la souveraineté, perçoivent toute concession comme une trahison des luttes passées. Les manifestations se multiplient, révélant une volonté collective de prendre part au choix national. Pourtant, l'incertitude économique qui accompagne l'instabilité politique risque d'entraîner une augmentation du chômage dans les zones urbaines déjà fragiles. Groupe entreprises. Économie. Les entreprises minières et énergétiques ressentent déjà les secousses de la crise. Plusieurs compagnies étrangères ont interrompu certains projets, redoutant l'évolution du contexte sécuritaire. Les acteurs locaux, dépendants des chaînes d'approvisionnement internationales, constatent une baisse du volume d'importation nécessaire au maintien des opérations. Quant aux exportations, elles se retrouvent menacées par les discussions concernant une réduction possible des flux, conséquence directe de la pression géopolitique croissante. Si un accord venait à être signé, les entreprises récupéreraient visibilité et stabilité, mais au prix d'une dépendance structurelle accrue envers les acteurs extérieurs. Groupe, institutions, État. Au sein de l'appareil d'État, la pression atteint un niveau critique. Certains ministres, convaincus que refuser l'accord exposerait le pays à un isolement dangereux, soulignent les limites du budget de défense et la montée des groupes armés dans les zones minières. D'autres, attachés à la souveraineté institutionnelle, rappellent que céder aujourd'hui reviendrait à installer durablement une dépendance stratégique. Dans ce débat, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme un rappel silencieux, celui des choix difficiles qu'un dirigeant doit parfois assumer pour éviter qu'un pays ne perde sa capacité d'agir. Mais la fracture interne se creuse, fragilisant les mécanismes de coordination nécessaires pour répondre efficacement à la crise. Groupe régional, environnement géopolitique. Les pays voisins observent la situation avec une attention soutenue. Une Canberra affaiblie pourrait créer des brèches sécuritaires le long des frontières, profitant à des groupes armés déjà actifs dans les zones grises du Sahel. Inversement, une Canberra placée sous influence extérieure risquerait de modifier les équilibres géopolitiques régionaux, offrant à la coalition du Nord un point d'ancrage supplémentaire. Cette dynamique
recompose les alliances potentielles. Certaines nations du Sahel envisagent un rapprochement avec Kimbara si le pays choisit la souveraineté, tandis que d'autres pourraient s'aligner avec des puissances étrangères pour sécuriser leurs propres intérêts. Malgré leurs différences, ces quatre axes convergent vers une conclusion unique. Aucune trajectoire n'est neutre. Chaque choix entraînera des répercussions profondes, immédiates ou différées, et toute la région demeure suspendue à la décision finale de Kimbara. 3 trajectoires se dessinent désormais pour les 6 à 12 prochains mois, chacune révélant un visage différent de l'avenir possible de Kimbara. Elles ne promettent ni certitude ni refuge, mais offrent un cadre pour comprendre les implications concrètes du choix qui approche. Scénario de base. Stabilisation sous contrainte. Si l'accord est signé en l'état, la première conséquence serait une stabilisation militaire progressive. Les forces nationales bénéficieraient d'un appui technique et logistique permettant de contenir temporairement la pression des groupes armés. Les corridors miniers seraient sécurisés, les investissements reprendraient et une forme d'accalmie reviendrait dans les zones urbaines. Cependant, cette stabilité resterait conditionnée à la poursuite des engagements pris avec la coalition du Nord, limitant la marge de manœuvre politique du pays. À moyen terme, le risque principal serait un glissement administratif vers une dépendance plus profonde, où chaque décision intérieure devrait être calibrée en fonction des attentes des partenaires extérieurs. Scénario optimiste, autonomie renforcée grâce à un compromis ajusté. Si le gouvernement parvient à renégocier certains termes clés, un compromis équilibré pourrait émerger. Le pays conserverait une part plus importante de ses revenus miniers et obtiendrait un soutien militaire limité mais ciblé. Dans cette hypothèse, la pression sécuritaire diminuerait sans imposer un alignement géopolitique total. Les infrastructures seraient financées de manière plus cohérente et le climat économique s'améliorerait progressivement. Ce scénario dépend toutefois de la capacité du gouvernement à imposer ses conditions face à une coalition déterminée à préserver ses propres intérêts. L'issue reposerait sur un fragile équilibre diplomatique. Scénario pessimiste, isolement stratégique et vulnérabilité accrue. En cas de refus catégorique, les mois suivants seraient marqués par une contraction brutale des investissements étrangers et une montée rapide des tensions sécuritaires. Les groupes armés pourraient exploiter l'absence d'accord pour étendre leurs opérations, tandis que les compagnies minières chercheraient des alternatives dans des zones politiquement plus stables. Le pays devrait alors s'appuyer sur ses propres ressources limitées pour protéger ses frontières et maintenir ses infrastructures essentielles. Ce choix préserverait la souveraineté, mais au prix d'une fragilisation immédiate de l'économie et d'un risque élevé d'instabilité interne. Au final, ces 3 scénarios ne tracent pas des issues, mais des directions. Aucun n'est exempt de coûts et chacun exige une vigilance constante. La question centrale devient alors dans quelle réalité le pays accepte-t-il de vivre pendant la prochaine décennie ? Pour beaucoup d'habitants de Kimbara, la crise actuelle ne se résume plus à un débat institutionnel ou à un bras de fer diplomatique. Elle touche désormais des réalités quotidiennes, au plus près de ce que vivent 3 groupes dont les préoccupations se superposent sans jamais se confondre. Les foyers urbains. Dans les villes, chaque famille ressent déjà les premiers effets de l'incertitude. Les prix de certains biens essentiels fluctuent au rythme des rumeurs circulant sur la scène politique. Les travailleurs des secteurs énergétiques et miniers craignent des interruptions d'activité si les investisseurs étrangers se retirent trop vite. À leurs yeux, la question n'est plus seulement économique. Elle concerne aussi la capacité du pays à leur offrir un avenir stable et prévisible. Les jeunes et la diaspora. Pour la jeunesse, le débat est profondément associé à l'idée d'identité nationale. Beaucoup voient dans cette crise un test grandeur nature, celui de savoir si le pays peut réellement s'affirmer sans dépendre d'intérêts extérieurs. Dans la diaspora, les discussions se multiplient. Certains envisagent de revenir contribuer au développement, d'autres redoutent que le pays n'entre dans une phase d'instabilité prolongée. Leur regard, souvent plus critique, éclaire la manière dont la nation est perçue au-delà de ses frontières. Les populations des zones rurales et minières. Dans les régions éloignées, la situation se ressent différemment. Les habitants y voient avant tout les effets directs de la présence accrue de groupes armés et d'incertitudes logistiques. Pour eux, chaque décision prise à la capitale
influencent immédiatement la sécurité des villages, l'accès aux routes et la possibilité de maintenir une activité économique minimale. Leur inquiétude porte moins sur la politique extérieure que sur la continuité du quotidien. Entre aspiration, peur et espoir, ces trois groupes dessinent une mosaïque complexe de préoccupations. Et pourtant, tous attendent une même chose, que la décision finale ouvre un horizon où leur place soit enfin reconnue. Face à une pression extérieure de plus en plus forte et à une situation interne qui se fragilise, la question n'est plus simplement de choisir entre deux options, mais de définir une trajectoire qui permette au pays de préserver sa cohésion tout en retrouvant une marge d'action réelle. Plusieurs étapes concrètes peuvent former un cadre de sortie de crise, articulé autour d'objectifs mesurables et de responsabilités clairement définies. Construire un front régional coordonné. Le ministère des Affaires étrangères aurait pour mission de rassembler les pays voisins en un bloc diplomatique capable de négocier collectivement. L'indicateur de réussite serait l'obtention d'un accord de sécurité partagé ou d'un protocole de soutien mutuel. Cette approche s'inspire en partie des arbitrages difficiles qu'a dû affronter Ibrahim Traoré dans un contexte régional tendu. Stabiliser les zones minières essentielles. Le ministère de la Défense, appuyé par les forces locales, établirait des unités mobiles chargées de sécuriser les corridors stratégiques. La mesure de performance reposerait sur une réduction observable des incidents armés autour des sites miniers. L'objectif n'est pas l'expansion, mais la consolidation, diversifier les partenariats économiques. Le ministère de l'Économie ouvrirait des négociations avec des partenaires non occidentaux pour réduire la dépendance actuelle. Les résultats seraient mesurés par la signature de contrats équilibrés garantissant une part accrue de profits au pays, créer un fonds souverain contrôlé nationalement, une commission indépendante gérerait les revenus miniers afin de financer les infrastructures, la santé et l'éducation. La transparence serait évaluée via des audits trimestriels publics. Ce chemin, exigeant mais réaliste, n'efface pas les tensions actuelles. Il offre cependant une boussole permettant d'éviter que les décisions immédiates ne ferment les portes du long terme. Dans les couloirs feutrés où le ministre de la Défense et celui des Finances avaient, quelques jours plus tôt, confronté leurs visions opposées, l'atmosphère est désormais lourde d'un silence particulier. Les cartes tactiques, les tableaux financiers et les dossiers à noter restent posés sur la grande table, témoins immobiles d'un débat qui dépasse ceux qui l'ont porté. C'est dans ce décor que se mesure la profondeur du moment que traverse le pays. Les hésitations, les tensions et les espoirs se superposent, comme si chaque objet devenait le reflet d'un choix collectif. À plusieurs reprises, certains conseillers évoquent discrètement les dilemmes affrontés par Ibrahim Traoré, non pour imposer une comparaison, mais pour rappeler combien les décisions les plus difficiles se prennent souvent dans une solitude silencieuse, loin des discours officiels. Le président sait que rien ne sera simple, que chaque option porte son lot de pertes et que le pays devra affronter les conséquences de son propre courage. Dans cette pièce où tout semble suspendu, une certitude demeure. La dignité n'est jamais négociable. La crise que traverse Canberra dépasse les chiffres, les contrats et les ultimatums. Elle touche à la manière dont un peuple choisit de se tenir face au monde, entre prudence et affirmation, entre crainte et responsabilité. Dans les marchés, les écoles, les mines et les quartiers populaires, chacun ressent qu'un moment charnière est en train de se jouer. Les discussions se poursuivent jusque tard dans la nuit, révélant une volonté collective de comprendre, de débattre et de participer au destin national. Ce qui se construit aujourd'hui n'est pas seulement une réponse à une pression extérieure, mais un geste social profond, celui d'une communauté qui cherche sa propre cohérence, ses propres repères et une manière de défendre ce qui lui appartient. Les symboles comptent, les voix comptent, et chaque prise de position contribue à façonner le paysage à venir. Alors, au-delà des stratégies et des scénarios, une question demeure simple mais décisive. Quelle place chacun souhaite-t-il prendre dans l'avenir que le pays s'apprête à écrire ?